Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Premier sujet d'actualité, bien sûr, la Nouvelle-Calédonie avec la situation sur place. On part tout de suite en Nouvelle-Calédonie, rejoindre le député Renaissance de Nouvelle-Calédonie, Philippe Dunoyer. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, bonsoir, bonjour, on ne sait plus. Il est tellement tard aujourd'hui. Exactement. Effectivement, avec le décalage. Vous étiez encore, il y a très peu de temps, sur les barricades. Quelle est la situation sur place ? On en est au 9e jour d'émeutes et de prise en otage des Calédoniens qui vivent dans l'agglomération. Il y a bien moins de ravages, d'incendies, de pillages, de saccages qu'on en a connus dans les tout premiers jours. Et les forces de l'ordre arrivent nombreuses, en masse, pour renforcer celles qui étaient déjà présentes. Elles font un travail qui est très compliqué, très dangereux au quotidien. Il faut leur rendre hommage parce que c'est effectivement dans des conditions très difficiles qu'elles évoluent. Mais aujourd'hui, autant on peut dire que la situation ne s'aggrave pas. On peut pas forcément dire qu'elle s'améliore non plus. Ouais, c'est pas il y a fini. Toujours cette nuit les citoyens qui défendent leur rue ou leur maison par endroits. Il y a toujours des quartiers ou des zones dans Nouméa qui sont pour l'instant inaccessibles. Et c'est pareil sur Dindéa, Païta-Mondor, sur l'agglomération. Est-ce que le climat est toujours aussi dangereux ? Oui, c'est bien sûr. Mais il y a toujours le couvre-feu et que ça soit d'ailleurs pendant la période du couvre-feu, c'est-à-dire pendant la nuit ou dans la journée, il y a des zones qu'il faut clairement éviter, des zones qui sont inaccessibles. Dans des quartiers sur Nouméa qui sont alors ça vous parlera peut-être pas, mais Caméré, comme Montravel, comme Rivière-Salée par exemple, qui sont des points chauds reconnus par les forces de l'ordre comme des points très chauds. Et ensuite sur d'autres endroits, il peut y avoir en tout cas, il y a des barrages à la circulation, donc il peut y avoir des entraves qui se transforment après en difficultés plus fortes. Il y a du carjacking, il y a encore de temps en temps des départs d'incendie sporadiques. Donc non, la situation évolue très lentement. La ligne vers l'aéroport n'est pas rétablie non plus. Enfin voilà. Est-ce qu'on arrive, Philippe Dunoyer, à identifier les émeutiers ? Est-ce que ce sont des jeunes isolés ? Est-ce que ce sont des personnes qui sont instrumentalisées par les indépendantistes ? Il n'y a pas de jeunes, isolés. Il y a beaucoup, la population des émeutiers, la catégorie est très jeune. Là, on apprenait tout à l'heure que certains pouvaient avoir jusqu'à 13 ans, et on le sait parce que certains se blessent ou sont blessés en manipulant des cocktails Molotov. Il y a bien sûr des majeurs, évidemment. Et certains sont très très organisés ou très militarisés. D'autres profitent des situations pour piller, saccager, voler. Et puis il doit y avoir aussi certains qui sont là. Donc il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui ont des convictions politiques et des convictions, j'allais dire, indépendantistes, et d'autres qui ont plutôt l'envie de casser et de voler. Oui, je pense. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont envie de casser et de voler, ça c'est sûr. Je constate aussi que les partis indépendantistes localement ont condamné dès le premier jour les exactions qui sont commises. Donc même si ça n'enlève pas les convictions, comme vous les appelez, indépendantistes de certains émeutiers. Aujourd'hui, en fait, la situation, elle est très compliquée parce que le territoire, l'agglomération est très vaste. Il y a 180 000 personnes qui résident sur cette zone. Beaucoup de trop nombreux Calédoniens ont peur. Les problèmes d'alimentation perdurent. Les questions de santé posent des soucis. Il y a des gens qui ont perdu la vie parce qu'ils n'ont plus accès aux centres de soins. Les écoles sont fermées. La circulation n'est pas rétablie. Enfin, on est vraiment dans une progression très lente du rétablissement des libertés individuelles. Vous l'avez dit, les forces de l'ordre sont encore arrivées en renfort. Là, c'est le président lui-même qui se déplace. Est-ce que potentiellement, ça peut changer quelque chose, la venue d'un président de la République? Est-ce que tout d'un coup, il y a une espérance, un espoir de calme? Alors, l'espoir, il y a une exigence et un espoir. Les deux doivent se combiner. L'exigence, bien sûr, c'est le rétablissement et le plus vite possible, mais quel que soit le temps que ça prendra, de l'ordre, bien sûr, et de la sécurité, surtout des Calédoniens qui sont pris en otage. L'espoir, il est que le sujet qui a abouti, pour certains en tout cas, comme justification et qui sert de justification au blocage et à la fin des discussions, ce sujet du
de la loi constitutionnelle, Oui. il doit prendre un tournant dans sa gestion pour qu'on ait une reprise en main politique et qu'on trouve une solution politique à une situation qui nous échappe. Donc c'est en ce sens êtes... que la venue du président de la République est très importante. Vous attendez du président qu'il annonce un report du dégel du corps électoral ? On demande deux choses. Une mission du dialogue, et on a déjà l'annonce faite que cette mission sera annoncée et constituée par le président de la République lors de ses déplacements. Et pour que cette mission puisse renouer des fils du dialogue, que vous comprenez bien, qui sont très très distendus, il va falloir certainement un temps qui n'est pas compatible avec la fixation de la date aujourd'hui prévue du congrès de Versailles. Donc oui, je demande que cette mission soit accompagnée de l'annonce du report de la date du congrès de Versailles, parce que c'est à cette double condition qu'on va pouvoir avoir, et je le souhaite évidemment le plus vite possible, le retour de toutes les formations politiques indépendantistes et non indépendantistes calédoniennes autour de la table pour parvenir à un accord global, ce qui est l'objectif de tout le monde, à l'intérieur duquel le sujet électoral trouvera sa place. Merci beaucoup Philippe Dunoyer d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est moi qui vous remercie. Et on va en parler justement de cette situation sur place avec les débatteurs. Bonsoir Lou Fritel. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Journaliste politique à Paris Match. Bonsoir Jean-Yves Le Borgne. Bonsoir. Avocat et observateur de la vie politique. Vous connaissez bien d'ailleurs Jean-Yves la Nouvelle-Calédonie. Philippe Dunoyer fait partie avec Philippe Gomez qui d'ailleurs donne des précisions sur les contours de ce voyage présidentiel. Alors ils sont Renaissance, mais ils sont en plus de cela sur place. C'est-à-dire qu'il y a les partis nationaux comme Renaissance, et c'est le classement de Philippe Dunoyer à l'Assemblée nationale, mais il y a aussi les partis locaux. Et Calédonie Ensemble, parti auquel appartient Philippe Dunoyer, est un parti qui prône en quelque sorte l'entente, qui n'est pas pour l'indépendance d'une manière farouche ou pour une certaine forme de domination coloniale, oserais-je dire, d'une manière tout aussi farouche. Il y a une volonté de faire en sorte que les populations diverses de la Calédonie se parlent et s'entendent. Ils veulent un vivre ensemble, ils croient encore à un vivre ensemble. Alors justement, Philippe Gomez qui donne les contours, dialoguer, écouter, reconstruire. Voici le triptyque du voyage présidentiel. Triple objectif de ce voyage, renouer les fils du dialogue, écouter les Calédoniens et reconstruire le pays. Bon, ça a l'air simple comme ça, Lou Fritel, mais on part de loin. Le problème aussi, c'est que la Nouvelle-Calédonie, c'est pas seulement l'action d'Emmanuel Macron ou même de François Hollande. Ça date quand même de 88 au départ, qui repousse les accords de Matignon. Bien avant. La situation, les émeutes, c'était dans les années 80. Bien sûr, mais ça aboutit aux accords de Matignon, donc en 88, de façon à pouvoir ouvrir un processus peut-être d'indépendance avec un référendum. On a repoussé en 98 à horizon 2018 et ensuite on se retrouve avec un processus de décolonisation, parce que c'est comme ça que ça s'appelle selon les textes en vigueur, c'est-à-dire que c'est plus une colonie depuis 1946. Je sais plus quel est un sens exactement, mais l'ONU a classifié, enfin pas classifié, mais appelle ce... Ça vous étonne? Non mais c'est vrai que ça s'appelle texto. Ça s'appelle texto, un processus de décolonisation. Oui, mais vous me permettrez de souligner que la décolonisation telle qu'elle est vécue à l'ONU est souvent une manière de contester la présence de la France pour la remplacer par d'autres. Et soyons clairs, devant ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, on a par exemple un certain nombre de regards chinois, disons les choses comme elles sont, qui sont des regards de désir mettant un peu de sel, s'il se peut, sur la plaie pour récupérer les choses après. Alors, bien sûr, la notion de colonisation, la notion de colonie, ça suppose qu'une minorité se soit infiltrée en quelque sorte par la force dans un territoire où une majorité est mise à l'écart. Mais le grand problème, et c'est le problème d'ailleurs de la liste électorale, c'est que les Kanaks sont minoritaires. Alors le problème, qui est chez lui en Nouvelle-Calédonie? Vous savez, vous avez beaucoup de Blancs qui sont nés là. Mais vous parlez de façon philosophique. Il se trouve que nous étions jusqu'au dernier référendum
dans un processus transitoire dit de décolonisation, ce qui fait que la Nouvelle-Calédonie a un statut extrêmement particulier aujourd'hui dans notre Constitution qu'il faut absolument refonder, parce que depuis le dernier référendum, la Nouvelle-Calédonie se trouve hors la loi d'une certaine façon. Alors moi je propose qu'on marque une pause, on va en reparler parce que les débats sont vifs. On avait prévu plein de sujets mais on va rester sur celui-ci parce que c'est extrêmement important, et avec Lou Fritel bien sûr, et avec Jean-Yves Le Borgne juste après le rappel de l'actualité. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Pour parler de la Nouvelle-Calédonie et pas que, je suis avec Jean-Yves Le Borgne et Lou Fritel. Tenez, on va écouter Brigitte. Brigitte, elle habite au Vanuatu. Elle est coincée en Nouvelle-Calédonie. Elle peut pas rentrer au Vanuatu. Voilà ce qu'elle nous dit ce soir sur Europe 1. J'essaye de venir en Calédonie 1 à 2 fois par an parce que j'ai des amis. Je devais reprendre l'avion mercredi 15 et on se sent un petit peu coincé. C'est stressant, c'est très stressant parce que il y a les forces armées qui ont dégagé, qui ont nettoyé la route, mais les barrages se refont automatiquement et de façon un petit peu plus agressive avec des bonbonnes de gaz piégées. Et ils aiment bien s'armer de tournevis pour faire peur. La dernière nouvelle ce matin, c'est finalement l'aéroport fermé jusqu'à samedi. Oh non. Je fais des simulations de vol. La petite notice qu'ils nous mettent, c'est erreur fatale. Alors, c'est pas encourageant du tout. Voilà, Alban Le Prince qui annonce des bonnes nouvelles à Brigitte. Si l'on peut dire, situation désastreuse, on l'a entendu par la voix de Brigitte, on l'a entendu par la voix de Philippe Dunoyer. Qu'est-ce qu'on attend du président de la République? Un je vous ai compris, un Ich bin ein Berliner, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Lou Fritel. Est-ce que ce serait suffisant dans la mesure où, de toute façon, la Nouvelle-Calédonie souffre, on le disait hors antenne, vous nous avez rappelé à l'ordre. Faites pas l'émission avant l'émission. Copyright Dominique Souchier, on t'embrasse. La situation en Nouvelle-Calédonie est aussi un problème socio-économique, par-dessus lequel s'est ajoutée donc cette scission finalement identitaire. Et aujourd'hui, on se retrouve dans les rues de Nouvelle-Calédonie à entendre des cris abominables de mort aux blancs, salauds de blancs. Ça va sans doute créer aussi par effet de balancier un retour de bâton sévère de la part des Caldoches. Donc je suis pas sûre que Emmanuel Macron, en y allant, et même une légitimité aux yeux de ceux qui sont pour l'indépendance et qui de toute façon ont basculé dans une logique racialiste. Jean-Yves Le Borgne. Je pense poser la question, je vous ai compris, ce qui était un mot de solidarité avec les pieds noirs. À l'époque du général de Gaulle, Ich bin ein Berliner, c'était aussi un mot de solidarité. Je suis à peu près sûr que le président ne commettra pas l'erreur de vouloir être solidaire d'une quelconque faction. Il est en quelque sorte dans cette sorte de résurgence de la tradition monarchique. Le président de la République de la 5e est la France. Et à partir du moment où il y a un désordre profond qui est dans une région de France, il faut non pas qu'il aille soutenir une quelconque faction, mais qu'il aille dire qu'il prend en considération les difficultés et des uns et des autres. Là où je vous suis, lorsque vous dites qu'il y a un problème sociologique, c'est vrai, c'est que cette notion d'indépendance consistant à revendiquer un pouvoir sur un territoire par une population qui est minoritaire, ce qui est inconcevable et antidémocratique, est en réalité un problème sociologique, car les Kanaks sont tenus un peu à la lisière, à la périphérie de la société calédonienne. Lou Fritel. Et alors, pour revenir justement sur le fait qu'Emmanuel Macron ne doit pas se mettre dans la posture d'un camp, il ne doit pas incarner un camp, c'est sans doute aussi ce qui fait que les indépendantistes ont pu se radicaliser. C'est-à-dire qu'une fois que les 3 référendums ont abouti, donc beaucoup ne comptent pas le 3e. Ils disent qu'il a été boycotté, qu'il a été. Emmanuel Macron qui avait gardé une certaine neutralité, qui avait juste
juste glisser pendant un déplacement, la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Là, prend par exemple Sonia Backes au gouvernement, qui est une représentante loyaliste très connue, très marquée, et ça a pu braquer alors même qu'il était encore dans des négociations avec les indépendantistes pour trouver un moyen de sortir du processus que je décrivais auparavant, qui est un processus, encore une fois, transitoire. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie a des compétences bien plus élargies que la Catalogne. Non, mais c'est un sujet duquel on pourrait, sur lequel c'est un sujet passionnant et malheureusement tristement passionnant. Il faut inviter Benjamin Morel sur la question. Non, mais vous savez, on va surtout parler à Anne Lauvergeon, qui a été le Sherpa de François Mitterrand tout à l'heure, et elle nous dira sans doute quelques mots sur la Calédonie. C'est un dossier qu'elle a suivi également, en tout cas, de ses compétences de